Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Bienvenue dans Flashback, votre émission sur les classiques du 7e art. Au programme de ce 21e numéro, le festival Cannes Classique, que nous évoquerons en compagnie de Gérald Duchossois, ainsi que les nombreuses ressorties et rétrospectives. Nous parlerons également de l'actualité des sorties DVD Blu-ray avec 2 coffrets Fassbinder et 2 films noirs américains, Mark Dixon Détective d'Otto Preminger et Je dois tuer avec Frank Sinatra. Antoine Cyr reviendra sur la carrière de Steve McQueen à l'occasion des ressorties de L'affaire Thomas Crown et d'une certaine rencontre de Robert Mulligan. Enfin, notre invité est Luc Lagier, le concepteur-réalisateur de Blow Up, l'indispensable web magazine sur notre histoire du cinéma. Et tout de suite, on parle des ressorties et des rétrospectives. Nous débutons cette partie événement avec la sélection de Cannes Classique qui se déroulera pendant le Festival de Cannes du 9 au 19 mai. Nous en parlons en compagnie de Gérald Duchossois, assistant de Thierry Frémaux pour le Festival de Cannes et spécifiquement sur Cannes Classique. Gérald Duchossois, bonjour. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand est né Cannes Classique ? Ça fait un petit moment Cannes maintenant. Cannes Classique, c'est né en 2004, dû à la volonté de Thierry Frémaux de donner au sein du Festival de Cannes ses lettres de noblesse en ce qui concerne le patrimoine, puisqu'il y a toujours eu du patrimoine projeté durant le Festival de Cannes. Et suite à une grande rétrospective Fellini qui avait été organisée en 2003, l'affiche avait été un dessin de Federico Fellini, il y avait eu de nombreuses copies neuves. La volonté de Thierry Frémaux a été de créer une section à part entière qui soit uniquement dédiée au patrimoine, avec des films de patrimoine. Alors à l'époque, c'était plus des copies neuves, des copies qui venaient de Cinémathèque, pour montrer des films de patrimoine peu vus, ou alors des ressorties de distributeurs qui travaillaient d'arrache-pied à la sortie du patrimoine, notamment en France. Et de plus en plus, la section a évolué vers des films qui sont projetés pour la toute première fois, qui viennent d'être restaurés, qui sont en cours de restauration lorsqu'ils nous ont proposé, donc des premières mondiales de restauration, si vous voulez, 2K, de plus en plus 4K, parfois des copies neuves, parfois des copies qui viennent d'archives qui peuvent être de par le monde, des copies 35 mm ou 70 mm comme c'est le cas avec 2001 cette année. Donc une section qui a évolué vers ce que le Festival de Cannes est, c'est-à-dire un festival qui montre des films qui viennent d'être terminés en première mondiale pour le public du Festival de Cannes. Vous venez d'en parler, l'événement majeur, ce sera la projection en effet de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick qui fête ses 50 ans en présence du réalisateur Christopher Nolan. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle restauration ? Alors, ce n'est pas une restauration au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est une recréation photochimique. Donc ça veut dire qu'on repart du négatif caméra pour pouvoir tirer à nouveau une copie 70 mm du film tel qu'il a été projeté à l'époque, avec une pause de 15 minutes qui s'arrête à la 70e minute. Et puis à partir de là, on peut effectivement montrer le film tel qu'il était à l'époque, donc sur le support film. Comme c'était le cas en 1968. Donc c'est une projection qui diffère de la plupart des projections Cannes Classics où on est avec des copies numériques, donc maintenant des DCP, des films qui sont sur des disques durs et qui sont restaurés, donc nettoyés pour pouvoir être à nouveau montrés, à nouveau exploités, à nouveau être diffusés, et qui empruntent toutes les nouvelles, tous les nouveaux canaux de distribution et de visionnage possibles qui sont offerts au patrimoine, ou pour lequel le patrimoine se bat en tout cas. Donc là, c'est vraiment un événement dans une optique un petit peu différente de ce sur quoi on travaille dans la section à proprement parler. Alors, vous participez à un thème qui m'est cher, qui est l'écriture de l'histoire du cinéma à travers les femmes, puisqu'il y a à la fois le documentaire sur Alice Guy et celui sur Jane Fonda. Exactement. Alors, il y avait effectivement de nombreuses propositions qui allaient dans ce sens, puisque l'histoire des femmes dans la création du cinéma est de plus en plus réévaluée. J'allais dire
notamment, mais je pense que c'est de plus en plus. Alors il y a maintenant 3 ans, nous avions montré le documentaire de Clara et Julia Kuperberg, qui avait fait forte impression aussi avec les femmes qui avaient construit Hollywood. Et les propositions qui arrivent cette année aussi étaient fortes en ce sens-là. Il y a ce documentaire sur Alice Guy, qui est une sorte d'enquête policière à la fois historique et cinéphilique. Sur une femme qui a inventé le métier de réalisateur, il faut quand même, et les studios de cinéma. C'est quand même, exactement, c'est quand même incroyable de savoir qu'une femme est à l'origine, effectivement, de nombreuses avancées techniques, de nombreuses avancées dans la production aussi. Elle a dirigé un studio, elle a créé et dirigé un studio aux États-Unis avec son mari, Solar, si je me trompe pas. Et il y a effectivement toute une redécouverte à faire de la vie de cette femme, de sa carrière aussi en tant qu'artiste. Et donc le documentaire est très vivant, très vif, vraiment très moderne. C'est ça qui nous a beaucoup plu. C'était vraiment un aspect, très dynamique de la redécouverte du cinéma. Quant à Jane Fonda, je vous avoue que là, c'était vraiment un de nos coups de cœur parce que c'est une femme qui fait partie de l'histoire du cinéma à part entière. C'est une famille de cinéma aussi. Et quand on a vu le film, on a été vraiment bluffé par les nombreuses couches qui émanent de ce documentaire, à la fois un documentaire à la fois cinématographique, social, politique, un destin de femme, un documentaire intimiste, une actrice au travail qui a à la fois un pied en France, aux États-Unis, qui a participé au nouvel Hollywood de plein pied, qui a obtenu des Oscars, des comédies populaires, enfin vraiment une carrière très très variée et aussi très impliquée politiquement. Le documentaire est vraiment passionnant de bout en bout. Ça dure 2h15, ça se regarde comme si ça durait 5 minutes. C'est vraiment un de nos coups de cœur cette année. On a souhaité vraiment le mettre en avant. D'ailleurs, c'était dans l'annonce que nous avons faite, c'était les deux documentaires qui étaient en premier parce que ils nous ont touchés et on avait vraiment envie de pouvoir les montrer au public du Festival de Cannes. Oui, vous favorisez d'ailleurs nettement les documentaires consacrés aux grandes figures du cinéma, puisque outre Jane Fonda, il y aura aussi Orson Welles. Il y a 2 documentaires sur Ingmar Bergman. Voilà, donc Bergman sera d'ailleurs aussi à l'honneur avec la projection du 7e Saut. Et puis, on y découvre plein de choses, à la fois des raretés, je dois dire moi, de cinéastes que je ne connais pas. Ça sera intéressant de les découvrir, des cinéastes totalement méconnus. Et puis également des œuvres plus grand public, voire un peu nostalgiques. Je pense aux spécialistes de Sergio Corbucci avec Johnny Hallyday qui sera présenté au cinéma de la plage. C'est une sélection, une fois encore, très éclectique. Oui, alors on aime bien varier les genres, les cinématographies, le côté cinéphilie grand public. Quand on montre Le voleur de bicyclette, effectivement, on se dit que tout le monde l'a vu. Certes, tout le monde l'a vu quand on a 40 ans, 30 ans peut-être, et qu'on aime le cinéma. En revanche, quand on a 15 ou 18 ans, comme les nombreux cinéphiles que nous accueillons à Cannes Classics, il est peu évident que tous nos cinéphiles jeunes aient vu Le voleur de bicyclette, restauré en 4K par la Cinémathèque de Bologne. Donc on a toujours ça à l'esprit, cette redécouverte, cette envie de montrer à la fois des grands classiques de l'histoire du cinéma, et puis à la fois d'aller vers des cinématographies, des contrées qui sont peu montrées, comme la Lettonie cette année. Je vous avoue que quand on a reçu les films, moi-même, je ne suis pas un expert en cinéma letton. En revanche, quand on vous montre les films, vous êtes tout à fait capable de vous dire si oui ou non les films ont une importance, de les resituer dans l'histoire, dans l'époque, dans les avancées techniques, de savoir où ils en étaient. Et en fait, ce sont plus des éblouissements que des déceptions la plupart du temps, comme le film russe Guerre et paix que nous allons montrer le premier jour. Je vous avoue que le film de 1965, moi je le connaissais de nom, j'avais vu la version américaine. Quand j'ai vu le film restauré par Mosfilm, qui est donc le grand studio russe, je suis tombé des nues parce que c'est magnifique. On a à la fois l'histoire, des avancées technologiques incroyables, des scènes de bataille époustouflantes. Donc on est vraiment dans du grand cinéma. Je pense que là, cette année, à la fois au niveau des différentes cinématographies comme la Lettonie, la République tchèque, ou alors un peu plus connues, comme les États-Unis ou l'Italie ou le Japon avec Ozu, qui sont vraiment les grands territoires de cinéma explorés traditionnellement. On souhaite toujours aller dans des contrées moins attendues, comme le film que nous allons montrer de Georges Spieser, qui est un film néerlandais tourné au Brésil en
en Techniscope, donc vraiment une image magnifique qui est faite par Yann Demonde, donc le chef opérateur historique de Paul Verhoeven, et qui a fait une carrière aux États-Unis incroyable avec des films comme Twister ou alors avec Speed. Donc vraiment, ce qui est assez incroyable avec les différentes cinématographies qu'on explore tous les ans, c'est le fait de voir les films qui après arrivent avec différents techniciens à des postes importants et des films plus connus, et ça nous permet justement de nous replonger dans des choses qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne connaissait plus et qui vraiment nous éblouissent à chaque fois. Ça, c'est vraiment un de nos plaisirs de pouvoir remettre ces films-là en avant et de dire aussi, voilà, il y a des cinématographies à redécouvrir. On a à la fois Le voleur de bicyclette et puis à la fois 4 chemises blanches, un film letton de 1967. Et puis ces films seront également présentés par de nombreuses personnalités, donc un événement incontournable pendant le Festival de Cannes. Cannes Classique, donc du 9 au 19 mai. Merci beaucoup Gérald Duchossois de l'avoir évoqué avec nous. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Au revoir. Parmi les autres événements de ce mois, citons Antoine la rétrospective Claude Antan-Lara à l'Institut Lumière à partir du 3 mai. J'en profite pour dire qu'un livre de Jean-Pierre Blesse aux éditions Actes Sud Institut Lumière revient également sur la carrière de ce cinéaste parfois controversé et préfacé par Bertrand Tavernier. Oui, alors Claude Antan-Lara, c'était un personnage qui au fil du temps et au fil de la montée de son amertume, parce que évidemment la fin de sa carrière a été beaucoup moins glorieuse que son début de carrière. Donc il était devenu assez amer, il était devenu, il faut bien le dire aussi, d'extrême droite, et donc ceci a parfois conduit à ce qu'on oublie le début et le milieu de la carrière de Claude Antan-Lara. Alors il incarnait un peu ce qu'on appelait parfois ce cinéma français de qualité, notamment parce qu'il travaillait souvent avec les scénaristes Jean Orange et Pierre Bost, mais enfin il était quand même très très loin de ce cinéma français parfois un peu lénifiant qui a été stigmatisé notamment par la Nouvelle Vague, parce que dans les films d'Antan-Lara, il y a vraiment des films qui sont assez violents par leur critique de la société, par ce qu'ils expriment. Vous avez La Traversée de Paris, évidemment, avec Gabin et Bourvil, qui est peut-être son film le plus connu, mais vous avez aussi L'Auberge rouge, qui est un film qui a rouge dans le titre, mais qui est quand même un film d'une noirceur incroyable. Vous avez des films peut-être moins connus aujourd'hui, comme le Mariage de chiffon, qui sont des films dans lesquels il y a une véritable critique sociale. Il y a ce film assez dément qui signe la rencontre entre Gabin et Brigitte Bardot en cas de malheur, qui est un film dans lequel une Bardot très provocante avec un Gabin là aussi très amer. Il y a des films pas connus, il y a des films anglais par exemple de Antan-Lara. Il y a vraiment, c'est quelqu'un qui a vraiment une filmographie tout à fait étonnante, très riche, qui critique beaucoup la société française, qui la critique aussi pendant la guerre. Je pense à ce film tout à fait hallucinant avec Pierre Perret et Henri Virlogeux qui s'appelle Les Patates, et qui est un film qui se passe pendant la guerre, et donc le fait d'avoir une rétrospective très complète sur Antan-Lara, préfacée effectivement par Tavernier, qui est peut-être le plus fin connaisseur de la planète sur ce cinéma français des années 40 à 60. C'est vraiment quelque chose qui manquait, et c'est vraiment une chose à laquelle tous les Lyonnais, mais aussi les non-lyonnais, après tout c'est une ville très bien desservie par le train, doivent absolument courir. Dis donc, tu sais qu'il m'a pas payé le janvier? Non, c'est pas possible. Il t'a pas payé ce salaud-là? Ah non. 2 autres vins chauds. Vous n'allez pas me faire voler mon gaz toute la nuit, non? Eh ben, dans les enquêtes et puis qu'on n'en parle plus. Alors, sans blague, il t'a pas payé, mais qu'est-ce qu'il t'a donné comme raison? Bah, il m'a dit, la caisse est fermée. Comment? Bah, il s'est imaginé que je partagerais avec toi. Je ne sais pas ce qu'il s'imagine, mais ce que je sais, c'est que je n'accepterai pas. Mais je te le propose pas. Tu me le proposerais, je refuserais. Comment peux-tu savoir que tu refuserais puisque je te le propose pas? Oh, puis merde, tiens.
Nous évoquons maintenant les ressorties de ce mois de mai et on commence avec un film inédit depuis longtemps, La fiancée du pirate de Nelly Kaplan, réalisé en 1969, qui est dans les salles depuis le 2 mai avec bien sûr Bernadette Lafont, Julien Guillaumard, Michel Constantin et Georges Guéret. Bernadette Lafont joue une jolie vagabonde qui se venge des humiliations subies par elle et sa mère en séduisant tous les notables d'un village. Rappelons que Nelly Kaplan fut assistante d'Abel Gans avant de réaliser ce premier long métrage interdit aux moins de 18 ans à l'époque, mais un grand succès public. Un rôle emblématique pour Bernadette Lafont qui est, je dois dire, formidable en femme insolente, vengeresse et libérée. Pour ma part, je trouve que le film a pas mal vieilli quand même du point de vue notamment de la mise en scène. L'image n'est pas tout à fait à la hauteur, mais il n'a rien perdu de son acuité et de sa férocité. C'est à la fois un manifeste féministe assez provocateur, tout en étant aussi une farce aigriarde. Totalement déjanté quand même. Totalement déjanté, oui, mais plaisant. Et puis la jante masculine en prend sacrément pour son grade, médiocre, lâche et fourbe. Ça évoque aussi par instant Buñuel, sans bien sûr la folie créatrice. J'en profite pour signaler également que 4 films de Nelly Kaplan sont édités chez Lobster Film: Plaisir d'amour, Il faut vivre dangereusement, Papa les petits bateaux et Charles et Lucie. Autre ressortie, celle de La chair de l'orchidée de Patrice Chéreau, réalisée en 1975 sur les écrans depuis le 2 mai en version restaurée. L'histoire d'une riche héritière, Charlotte Rampling, enfermée depuis des années dans un asile psychiatrique par sa tante Edwige Feuillère, qui veut s'accaparer sa fortune, mais elle parvient à s'échapper, rencontrer un éleveur de chevaux campé par Bruno Kremer, à la merci de 2 tueurs qui veulent l'éliminer. Il s'agit du premier long métrage de Patrice Chéreau, adapté du roman de James Hadley Chase, qui est en fait une fausse suite de Pas d'orchidée pour Miss Blandish, qui avait été porté brillamment à l'écran par Robert Aldrich en 1971. Là, on est très éloigné d'un classique film noir à l'américaine, malgré les conventions du genre. On se laisse envelopper par l'atmosphère baroque et crépusculaire aux accents quasi fantastiques, avec ses décors embrumés et délabrés, cette lumière bleu-verte signée Pierre Lhomme. C'est aussi un film sur la décrépitude des êtres qui avance dans l'intrigue tel des fantômes, voire la cour de garde du corps qui suit perpétuellement le personnage d'Edwige Feuillère, à l'image aussi du cirque désert et abandonné tenu par Simone Signoret dans un rôle court mais marquant. Et on est bien sûr toujours frappé par le magnétisme de Charlotte Rampling. Patrice Chéreau n'avait pas beaucoup de considération pour ce film qu'il jugeait improbable. Voilà donc une excellente occasion de lui donner tort et de revoir ce film passionnant. C'est la fille de l'orchidée. Vous la reconnaissez? C'est ma cousine. Vous saviez qu'elle était très riche. Elle a dû vous le dire quand vous avez couché ensemble. Vous aussi, on vous cherche. Oui. Elle n'a pas reparlé d'accident? Du camion? Avons-nous jamais laissé un témoin? Il n'est pas facile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, vous le savez bien, docteur. Bref, la place de cette fille est à l'asile. Pourquoi ils me détestent tous? Pourquoi suis-je toujours enfermé? Il y a des moments dans la vie, il faut savoir tourner la page. Ils n'ont jamais laissé de témoin. Ils vont vous abattre pour de bon. L'homme tranquille de John Ford, Antoine, réalisé en 1952 avec John Wayne et Maureen O'Hara, est de nouveau sur les écrans le 9 mai. Oui, alors c'est un film qu'il faut absolument voir sur les écrans. C'est un film aux couleurs absolument magnifiques, et ces couleurs sont celles de l'Irlande que John Ford avait tenu à filmer en décor naturel, car ce film est une véritable déclaration d'amour à l'Irlande. Alors dans ce film, on peut dire d'une certaine manière qu'il y a beaucoup de machisme, mais en même temps, le personnage féminin joué par Maureen O'Hara, tandis que le personnage masculin est joué par John Wayne, le personnage féminin qu'incarne Maureen O'Hara, c'est aussi une allégorie de la terre nourricière. C'est vraiment elle qui est au centre du film. Il y a aussi une chose que j'aime beaucoup dans ce film, c'est la relation des gens de peu à l'argent, parce que on parle pas mal d'argent, on montre que dans le monde de ces paysans irlandais, la question de l'argent est importante, mais au fond, c'est pas une notion de cupidité, c'est un message par lequel John Ford dit
dit aux Américains, écoutez, voilà, vous êtes en train d'entrer dans une civilisation qui est riche, qui est opulente, dans laquelle plus rien n'a de valeur, alors que dans le monde paysan dans lequel on a nos origines, l'argent a une valeur, et il a tellement de valeur que finalement, il fait partie des traditions populaires, il fait partie de la richesse du pays nourricier. Et donc, il y a plein de petites notations comme ça qui sont très touchantes, dans lequel John Ford met beaucoup de tendresse. Bref, c'est un film qui mérite vraiment d'être vu ou revu pour ceux qui ne le connaissent pas. Et autre film enfin qui mérite d'être vu ou revu, c'est Le Voyeur de Michael Powell, réalisé en 1960, qui lui est sur les écrans le 23 mai avec Karl Baum bien sûr et Anne Massey. Je resitue rapidement l'histoire, celle d'un jeune homme énigmatique et solitaire, opérateur caméra dans un studio de cinéma qui, une fois la nuit tombée, traque des jeunes femmes afin de capturer l'expression de la peur sur le visage alors qu'il s'apprête à les tuer. Rappelons, c'est important, que le film sort la même année qu'un certain Psychose, mais ne connaîtra pas franchement le même succès. Alors d'abord, il va effectivement pas du tout se passer la même chose, parce que Powell va montrer son film aux journalistes, et les journalistes anglais qui ont l'habitude des films de Powell, qui sont déjà un petit peu déstabilisants, mais qui restent très convenables dans leur récit et dans la façon de faire. Là, le film est extraordinairement transgressif, et donc à la fin de la projection, Michael Powell rencontre la journaliste du Times, qui d'ailleurs s'appelait Powell aussi, mais elle n'était qu'homonyme, et elle lui dit: alors, est-ce que le film vous a plu? Et là, très sèchement, elle lui dit: écoutez Michael, vous verrez ça dans le journal de demain. Et donc le journal du lendemain explique que ce film est une abomination absolue, une vulgarité, une violence, une cruauté. Et en fait, Powell va être quasiment, qui avait été un des plus grands cinéastes anglais, avec Les Chaussons Rouges, avec Le Narcisse Noir, avec Le Colonel Blimp, etc., va être quasiment interdit de cinéma jusqu'à la fin de ses jours, et jusqu'à sa réhabilitation par Scorsese et Coppola longtemps après. Il va être quasiment interdit de cinéma jusqu'à la fin de ses jours par la critique anglaise à l'issue de la rencontre du Voyeur. Alors ce qui est très intéressant, c'est que Le Voyeur justement est né d'une rencontre. Il faut savoir que Powell a fait presque toute sa carrière avec un alter ego qui était son scénariste, qui était Emmerich Pressburger, et au bout d'un moment ils en ont eu un peu marre et ils ont décidé de faire route séparément. Et là, Powell va rencontrer un personnage très étonnant qui s'appelle Leo Marx, qui est un ancien espion, un ancien, plus exactement, chef des services de codage de l'espionnage britannique. Et Leo Marx a un cerveau extrêmement sinueux, et c'est lui qui va pondre ce scénario incroyable du Voyeur. Mais alors, ce qui est incroyable aussi, c'est que Michael Powell, le réalisateur, et Leo Marx, le scénariste, voient deux choses totalement différentes dans le film. C'est-à-dire que pour Michael Powell, ce film dans lequel un homme tue des femmes avec sa caméra, c'est en fait une allégorie du réalisateur de cinéma qui balade son public un peu comme il le veut. Alors que pour Leo Marx, qui codait des espions qui ensuite partaient à la mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, le film est une sorte d'allégorie de la passivité qu'il avait devant des gens, et notamment des femmes, qu'il envoyait à la mort. Et en fait, c'est un film dont le scénario lui permet en quelque sorte d'évacuer le sentiment de culpabilité qu'il avait en tant que codeur espion. Et donc, Powell a fait le film en croyant qu'il était en train de faire une allégorie du metteur en scène, alors qu'en réalité, le scénario sur lequel il travaillait était une sorte de purge psychanalytique de la vie de Marx, ou plus exactement de la partie de sa vie dans laquelle il envoyait des espions à la mort. Look out! Look out! Look out! Take care. You are being watched. We repeat, take care, for you are now alone with a killer. We warn you, don't let him see the fear in your eyes. For this is what he seeks, and this is why he kills. Where are you? Where are you? Look out for Carl Byrne as the Peeping Tom. Fear him, but pity him also. It's so good. Watch out for Moira Shearer as the lovely stand-in who innocently dances into danger. Imagine someone coming towards you who wants to kill you.
regardless of consequences. A madman? Yes. Wait! Dans votre histoire de cinéma, Antoine, nous parlons de Steve McQueen. Et oui, à l'occasion des ressorties de 2 films emblématiques de la carrière de l'acteur, L'affaire Thomas Crown de Norman Jewison, réalisé en 1968, qui ressort le 16 mai, et Une certaine rencontre, Love with a Proper Stranger de Robert Mulligan, réalisé en 1963, qui lui ressort le 23 mai. Oui, ce sont 2 films pour lesquels j'ai une tendresse particulière et qui ont contribué d'une certaine manière à la légende de Steve McQueen, et je me suis un peu intéressé à la façon dont était née cette légende. Donc Steve McQueen, il était né dans l'Indiana d'une mère alcoolique et d'un père qui les avait abandonnés quand il avait 6 mois. Il a eu une enfance pauvre et sans amour, un démarrage terrible dans la vie. Il a grandi dans la rue, il est envoyé en maison de correction, et là, c'est en s'engageant dans les Marines qu'il va trouver un semblant d'équilibre. Et à son retour de l'armée en 1950, il s'installe à Greenwich Village et commence une carrière d'acteur au théâtre. En 1956, il va y avoir un événement très important dans la vie de Steve McQueen qui va être la rencontre de Neil Adams, une actrice et danseuse qui va devenir son épouse et qui va jouer vraiment un rôle très très important dans sa carrière, qui va l'aider en fait à être un peu moins perdu dans la vie et à orienter sa fougue. Et puis c'est cette année 56 qui le voit débuter au cinéma dans Marqué par la haine, un biopic de Robert Wise consacré au boxeur Rocky Graziano, et au fond on a McQueen qui débute dans un film dont Paul Newman est la star, et on sent bien d'une certaine manière que McQueen a envie d'être cette star, et on le voit dans les quelques gros plans appuyés où il est présent avec Newman et où il fait déjà un peu tout pour attirer à lui le regard de la caméra. Ensuite, on voit McQueen dans un film de science-fiction assez incroyable qui s'appelle Le Blob, qui devient un peu culte, un polar, Hold Up en 120 secondes, et puis il devient une vedette de la télé en étant le chasseur de primes Josh Randall avec son fusil à canoncier dans Au nom de la loi. Et moi, par exemple, en tant que gamin, c'est comme ça que j'ai connu Steve McQueen, parce qu'on avait les épisodes de Au nom de la loi à la télévision. Et puis là, il va rencontrer John Sturge, qui va être vraiment son réalisateur fétiche, une figure un peu paternelle. Alors cette rencontre se fait par hasard sur le tournage de La proie des vautours. En fait, Sammy Davis Jr. Devait jouer le chauffeur de Frank Sinatra, mais Sammy Davis, qui était copain de Sinatra, avait dit du mal de lui dans une émission de radio, et donc Sinatra l'a viré, et c'est parce que Sammy Davis Jr. a été viré que Steve McQueen s'est retrouvé sur ce film La proie des vautours. C'est un film qui a déplu aux critiques, mais tout le monde a remarqué l'agilité féline et la nonchalance souveraine de ce nouvel acteur Steve McQueen. Et du coup, en 1960, Sturge l'embarque dans l'aventure des 7 mercenaires, inspiré des 7 samouraïs de Kurosawa, qui raconte l'engagement d'une bande de gunfighters américains au service des habitants d'un pauvre village mexicain. Alors, dans ce film, on a Yul Brynner, qui est tout auréolé à l'époque de son Oscar pour Anna et le Roi, et puis on a des jeunes acteurs aux dents longues, James Coburn, Robert Vaughan, Horst Buchholz, Brad Dexter et Charles Bronson. Mais celui qui, encore une fois, essaye de se faire remarquer par tous les moyens, c'est Steve McQueen. Il n'arrête pas de faire des gestes, d'enlever et de remettre son Stetson pour attirer l'attention. Par exemple, il y a une scène de saloon où il est recruté par Yul Brynner et où il enlève 2 fois son chapeau. Et là, Brynner, une fois la caméra arrêtée, lui dit « Écoute, ça va, tu vas arrêter ce petit jeu parce que moi, sinon, j'ai qu'une chose à faire, c'est d'enlever moi aussi mon chapeau et plus personne ne te regardera. » Évidemment, puisque Yul Brynner, comme chacun sait, est totalement chauve. Alors, McQueen, bon, se calme un peu, mais quand même, il est de mauvaise humeur. Il conteste d'ailleurs la légitimité de Brynner. Il dit mais ce type est d'origine russe, qu'est-ce qu'il connaît aux chevaux, et donc on voit bien le côté bad guy de Steve McQueen à l'époque.
Mais alors Antoine, des deux stars, qui remporte le match? Ah bah c'est clairement Steve McQueen, parce que il a une présence tout à fait extraordinaire. Il suffit de le voir quand il est assis sur la carriole, on ne voit que lui, et c'est quand même tout à fait remarquable de voler la vedette à Yul Brynner, qui était à l'époque une immense star et qui avait une très grosse personnalité. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce film, au fond, joue un rôle dans la personnalité de Steve McQueen, parce qu'il le fait passer pour un pistolero, un héros, et d'une certaine manière règle un peu la question de la virilité chez McQueen, qui était exprimée par l'habileté aux armes, et au fond McQueen, quand il était dans les Marines, n'avait pas combattu, et d'une certaine manière, Les 7 mercenaires permet à Steve McQueen d'être le personnage qu'il rêvait d'être. Il y a d'ailleurs John Sturges, le réalisateur, qui assiste un peu au simagrée de McQueen dans la coulisse, et son combat de coq avec Brynner. Et d'ailleurs, Eli Wallach dit ils savaient tous faire tourner leur revolver et rengainer sans regarder. Moi, j'étais obligé de regarder, sinon il glissait le long de ma jambe. Mais entre Brynner et McQueen, c'était vraiment une compétition. Alors, le talent de McQueen va être bien employé par Don Siegel en 1962 dans L'Enfer et pour les héros, mais ce film va décevoir les aficionados de McQueen parce qu'il meurt à la fin du film, et c'est à nouveau Sturges qui va donner à Steve ses galons de star en faisant de lui le héros de La Grande Évasion, ce film qui raconte l'aventure d'aviateurs prisonniers des Allemands qui organisent ou essaient d'organiser leur évasion. Pour la première fois dans ce film, Steve McQueen occupe seul le haut de l'affiche, il est surnommé Cooler King, il travaille sans partenaire, et contrairement à ses camarades qui vont essayer de s'évader par un tunnel, lui il va s'échapper spectaculairement à moto, dans une cascade que McQueen réalise presque totalement, même si le saut décisif de 3,70 m de haut est quand même fait par son copain cascadeur, mais McQueen lui va doubler l'Allemand qui poursuit son propre personnage, donc c'est assez amusant parce qu'il participe quand même à la cascade décisive. Alors si cette idée d'évasion solitaire convient si bien à McQueen, c'est parce qu'elle est de lui. C'est juste avant d'avoir cette idée, il avait détruit 2 voitures en venant de l'endroit où il était logé juste au plateau de cinéma, et à un moment Sturges lui a dit écoute, puisque tu aimes faire des folies avec des véhicules, fais-les donc sur l'écran, mais fais quand même un peu attention, ne traverse pas un élevage de poulets avec ta voiture à chaque fois que tu viens nous voir sur le plateau. Mais le plus important, c'est que Sturges va aider McQueen à surmonter ses limites de comédien. Il faut savoir qu'à l'époque, McQueen est très mal à l'aise chaque fois qu'il a un texte à dire. C'est vraiment pas un intellectuel. Finalement, c'est John Sturges qui va apprendre à Steve McQueen comment dire un texte, et il va donc jouer un rôle très important pour faire de lui un véritable acteur. Alors McQueen, c'est dans la vie comme dans l'écran un solitaire. On va le voir dans beaucoup de films où il est ce solitaire. Dans La Canonnière du Yangtze, Robert Wise va montrer un McQueen qui ne sait pas vraiment pourquoi il meurt. Il était déjà mort pour la première fois dans L'Enfer pour les héros. Avec La Canonnière du Yangtze, il va devenir un symbole pour la génération perdue des enfants du Vietnam. Mais ce qui est intéressant, et ça nous ramène à l'un des films que nous célébrons aujourd'hui, c'est que ce Steve McQueen a l'intrépidité souveraine, au côté loser, grandiose aussi quelquefois, à l'agilité physique féline, inégalée, cache un autre personnage plus fragile et surtout plus étriqué. Une facette du personnage que Sturges n'a pas montré dans ses films et que peut-être il n'a même pas discerné. Et il y a par contre des cinéastes qui vont la discerner. Alors Norman Jewison va capturer une partie de cette vérité dans Le Kid de Cincinnati, où McQueen est un jeune joueur de poker aux dents longues qui se fait administrer une leçon de modestie par le vieux routier des cartes incarné par Edward G. Robinson, par ailleurs légende de l'âge d'or d'Hollywood. Mais les films qui donnent la vision la plus émouvante et peut-être la plus juste du vrai Steve McQueen, enfant immature perdu dans les méandres du grand jeu de la vie, ce ne sont pas des films d'action,
ce sont 2 drames psychologiques réalisés par Robert Mulligan. Une certaine rencontre et Le sillage de la violence. Alors, Une certaine rencontre, c'est un film assez méconnu, c'est un film qui était introuvable en France. Oui, il est invisible depuis 1964. Hein. Exactement, qui date de 1963, soit la même année que La Grande Évasion, et McQueen y incarne un petit homme étriqué en imperméable, à l'opposé du héros de La Grande Évasion. Il y a une scène extraordinaire au début du film où il est interpellé par une jeune personne jouée par Natalie Wood dans un vaste hall où se déroule une réunion du syndicat des musiciens auquel il appartient, et la femme qu'il situe tout juste lui apprend qu'elle attend un enfant de lui, et la première réaction de McQueen, tombant des nues, semble plus vraie que nature, et pendant tout le film il va balancer entre inconscience et courage face à cet événement qu'il n'attendait surtout pas. Il y a la scène où le couple se retrouve face à des avorteurs qui ne sont pas des médecins et prend brusquement conscience des risques, qui est une vraie scène d'horreur, même si le film évolue ensuite plutôt vers la comédie romantique. Donc sous la pression des événements, ce Steve McQueen d'une certaine rencontre s'avérera plutôt être un brave type, mais un brave type qui rentre dans le rang face aux événements de la vie ordinaire, loin des périlleux défis auxquels il était confronté dans les films de John Sturges. Steve McQueen et Natalie Wood, dans ce film social ayant New York pour théâtre, avec des moments d'intimité subtile qui vont valoir à Robert Mulligan le surnom de Truffaut américain. C'est donc la proposition que nous fait Une certaine rencontre, où 2 stars du glamour se glissent sans peine dans la peau d'Américains moyens, un peu paumés dans la jungle new-yorkaise. You don't know who I am, do you? Yeah, I was in a dance in Brooklyn this summer. I'm gonna have a baby. First time in my life I come to see a girl, I feel like I'm 14 years old. You know, even when I was 14, I didn't feel like that. You want me to find you a doctor? If you want, it's $400. You don't have to go with me. Sure. I'm gonna let you go up there alone, huh? My brothers. I don't want to spend the rest of my life married to a man who's doing me a big favor. He came to me like a man, and he's willing to marry you. Why? I could fall in love with the proper stranger. Kill him before I let you touch him. If I heard the bells and the banjos ring. Oui, en effet, un film tout à fait intéressant, très méconnu, et en plus qui aborde un sujet très audacieux pour l'époque, hein, les avortements clandestins. C'était rare dans le cinéma américain. Donc c'est en effet un film tout à fait à découvrir. Et à partir de ce moment-là, McQueen va évidemment prendre de plus en plus d'ampleur jusqu'à l'année 1968, sans doute Antoine, l'année phare de sa carrière. Oui, alors il faut savoir qu'après McQueen va un peu se détruire par des comportements d'enfant gâtés. Il va aussi se détruire un peu par la drogue. Mais en 68, les mauvais penchants de McQueen ne transparaissent pas encore extérieurement, et cette année va être une année splendide pour lui, avec le rôle du flic intraitable à la Ford Mustang dans Bullitt, et puis celui du milliardaire organisateur du casse du siècle dans l'affaire Thomas Crown, réalisé donc par Norman Jewison. Alors, Thomas Crown peut être considéré d'une certaine manière comme l'apothéose de la carrière de McQueen. C'est d'ailleurs le rôle qu'il préférait, et celui qui va le faire passer de simple King of Cool au statut finalement de roi du glamour, grâce au couple absolument somptueux et torride, il faut bien le dire, qu'il forme avec l'égérie du nouvel Hollywood, Faye Dunaway. En 1968, il y a exactement 1 an que le fameux code moral d'Hollywood, le code ACE, a été aboli. On est encore loin de Basic Instinct, mais Jewison va transgresser l'ordre ancien de 2 manières. D'une part, en donnant au film une fin totalement amorale, et d'autre part, en introduisant des scènes à l'érotisme torridement suggestif, comme un baiser de 55 secondes qui bat tous les records de durée de l'époque, ou une partie de jeu d'échecs où les 2 acteurs s'auto-effleurent la bouche avec une impudence qui pourrait sembler un peu désuète aujourd'hui, mais qui en fait contribue à l'élégance très raffinée du film. Dans l'affaire Thomas Crown, McQueen est filmé sous tous les angles, avec des plans magistraux comme celui où sa tête émerge derrière la dune d'un terrain de golf. On le voit aussi faire du buggy sur la plage dans une scène qui va littéralement lancer
l'industrie de ce véhicule très 68 art. On le voit faire du planeur et atterrir au pied de la ravissante Astrid Erin, qui était l'un des plus beaux top modèles des années 60, mais dont la beauté va être totalement balayée par la présence écrasante de McQueen et de Faye Dunaway, que d'ailleurs leur blondeur et leur visage atypique rend curieusement presque ressemblant. Ça donne à leur relation de chat et de souris, puisque Dunaway incarne l'inspectrice des assurances chargée de démasquer McQueen, quelque chose de presque un peu incestueux. Jewison venait tout juste de réaliser, avec Dans la chaleur de la nuit, l'un des films les plus profonds des années 60, mais il livre avec l'affaire Thomas Crown un film certes plus superficiel, mais dont le clinquant aussi est renforcé par l'utilisation du split screen, l'écran divisé qui permet de faire cohabiter plusieurs moments de l'action. Mais tout de même, c'est un film follement agréable à regarder, qui transporte toute l'élégance et le raffinement d'une époque, et un film finalement sans lequel la légende de McQueen ne serait pas ce qu'elle est. Merci beaucoup Antoine pour cette dithyrambe sur Steve McQueen, qui est quand même un acteur marquant du cinéma américain, et donc on peut retrouver, je le rappelle, dans 2 films, Une certaine rencontre de Robert Mulligan sur les écrans le 23 mai et L'affaire Thomas Crown de Norman Jewison avec Faye Dunaway le 16 mai. Il nous propose chaque semaine de revisiter son histoire du cinéma à travers des vidéos qui reviennent sur les carrières d'acteurs et de cinéastes, mais qui peut aussi nous plonger dans l'univers des peintres, des écrivains ou des chanteurs au cinéma, revisiter la cinématographie d'une ville, comme Venise ou Paris, décortiquer des figures de style ou répertorier les scènes de gare, d'aéroport ou de piano les plus marquantes et insolites que l'on ait pu voir sur un écran. Cela fait près de 8 ans que Luc Lagier, auparavant critique et rédacteur en chef de l'émission Court-Circuit, pilote le web magazine Blow Up sur le site d'Arte, et qui s'apprête à dévoiler 2 nouvelles émissions spéciales autour du Festival de Cannes. Luc Lagier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Ça fait combien de vidéos maintenant, Blow Up, depuis toutes ces années ? Je les compte, alors curieusement je n'ai pas le chiffre exact, on doit être entre 850 et 900. 850 et souvent je les réactualise, c'est-à-dire que j'avais fait un Depardieu il y a 8 ans, je l'ai refait il y a 5 ans, je l'ai refait il y a 2 ans, peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans je referai C'est quoi Gérard Depardieu en 10 nouvelles petites madeleines. Oui, parce que ça, c'est les madeleines, c'est une de vos particularités en effet dans ces vidéos. Comment vous choisissez les thématiques ? Alors, quand on s'y arrête, on remarque que c'est parfois lié à l'actualité d'Arte, mais c'est aussi à l'actualité des sorties en salle, des rétrospectives. Voilà, c'est au coup de cœur, ou vous les programmez quand même ? Oui, alors c'est un peu au coup de cœur, c'est aussi lié à l'actualité. Alors ce qui est bien avec Arte, c'est que alors ils hébergent, ils financent ce magazine, qui est professionnel, hein, il a beau être sur le web, il n'est pas amateur, donc c'est un plein temps pour moi, pour un monteur, pour des cartes blanches, etc. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont la politesse de ne pas exiger, en fonction de leur programmation ou de leur actualité DVD, de sujets obligatoires. Donc j'ai totale liberté, ce qui n'empêche effectivement que parfois je parle de l'actualité d'Arte, parce que quand ils font un cycle Almodovar, quand ils font un cycle Frère Cohen, j'accompagne cela avec beaucoup de plaisir, comme Chris Marker depuis aujourd'hui. Non, c'est lié aux sorties salles, aux sorties au rétro, à la Cinémathèque, à la Mostra de Venise, à Cannes, etc. C'est aussi en fonction de ma cinéphilie, parce que je crois que c'est une émission faite un peu à la maison. En tous les cas, elle est personnalisée. Et quand je fais des choses, c'est personnalisé. Alors heureusement, j'ai pas une cinéphilie trop obsessionnelle. J'ai mes marottes, Wes Anderson, Xavier Dolan, De Palma, Tarantino, pourquoi pas. Mais j'essaie quand même évidemment de fouiller dans ma mémoire et d'aller de Bergman à Luc Moulet, de Visconti à Tony Scott ou à d'autres. Essayer de varier les plaisirs, parce que c'est vrai qu'on est des générations de cinéphiles. Je crois qu'on est, tous les gens de ma génération et ceux qui sont venus après, évidemment des gens qui ont une cinéphilie relativement large. On sait qu'il y a autant de cinéma dans un bon Tony Scott que dans un mauvais Eric Romer. Oui, ce qui est vraiment intéressant dans un blow-up, c'est qu'on sent une âme, on sent quelque chose de très personnel, et du coup on a envie de vous demander un peu, quand vous commencez à réfléchir à un blow-up, qu'est-ce qui vous vient dans la tête ? C'est une accumulation d'images, c'est le noyau de départ du blow-up, il se fabrique comment ? Le déclic, il est variable. Alors, récemment, j'ai fait un sujet sur la voix au cinéma. Pour tout vous dire, j'étais dans un café bruyant, un bar, c'était le soir, et il y a eu une émission sur FIP qui citait l'intro d'Ascenseur pour l'échafaud avec la voix de Jeanne Moreau et la voix de Maurice René. Voix au téléphone, magnifique, et cette voix transperçait le bar. C'est-à-dire qu'elle transperçait toutes les voix et tous les gens qui étaient assez agités. Et je me suis dit à ce moment-là, mais c'est pas possible. Pourquoi je n'ai toujours pas fait de sujet sur la voix au cinéma ? Et en 5 minutes,
je suis presque allé dehors pour réfléchir et pour prendre des notes. En 5 minutes, quand vous avez environ 30, 40, 50 références de scènes, et en plus parfois que vous n'avez pas encore cité d'enveloppe, là je me dis il faut y aller. C'est-à-dire que récemment encore, je découvrais Patterson de Jim Jarmusch en DVD parce que je l'ai pas vu en salle. Le fait d'écrire, Adam Driver écrit sur l'écran sa poésie, c'était tellement beau que je suis même sorti du film à ce moment-là, et je l'ai revu après, heureusement, pour me dire il faut que je fasse un truc sur l'écrit au cinéma. Et alors, immédiatement, toutes les images arrivent en même temps. Enfin, quasiment. Enfin, en tous les cas, il y a la moitié des images et des scènes qui me viennent à l'esprit. Après, il faut travailler. Je cherche dans mes bouquins, dans mes revues, dans ma mémoire. Je prends des films un peu au hasard en me disant là, il y a peut-être quelque chose par rapport à la thématique que je cherche. Tiens, là, ça me dit quelque chose. J'ai un peu fouillé sur le web ce que font mes camarades pour voir un peu à la fois si j'ai loupé quelque chose ou alors justement pour m'en démarquer. Sens Critique ou Allociné, qui font aussi les top 5. Mais effectivement, il m'arrive encore de ne pas me lancer. Là, par exemple, j'ai environ 30 listes de films qui ne sont pas pour moi aboutis. Parce que je n'ai que 40 films. Sur le patin à glace, je n'avais pas assez de films. Sur le basket au cinéma, il me semble arriver à maturité. Mais ce sont des listes que je fais et que je nourris au fur et à mesure. Le basket, ça fait environ 1 an que j'ai un dossier Word qui grandit. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai le choix de garder ce que je préfère, d'enlever des choses qui sont finalement pas bien, pour avoir une matière très conséquente. J'aime dans les sujets blow-up, quand on se balade dans le maximum de références possibles, parce que c'est un peu le web. On nous promet que le web nous fournit toute la mémoire audiovisuelle du monde, ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs, à quelques rares exceptions près. Donc maintenant, il faut faire un peu le tri là-dedans. Il y a tellement de choses, c'est fascinant, et pourquoi pas faire le tri dans tout ça. Donc moi, plus j'ai de choses dans ma mémoire, plus je les note, plus ensuite je peux faire une sorte de présentation avec, c'est un peu marabout bout de ficelle. Tel exemple me fait penser à tel exemple, ce qui nous fait penser à ceci, ce qui nous permet de ne pas oublier cela. Ça marche comme ça. Mais effectivement, aujourd'hui, je ne me lance pas dans un sujet blow-up si j'ai pas une centaine de références. Alors, ce sont des références de scènes, heureusement pour ma vie de famille. C'est-à-dire que je ne revois pas les 100 films. Je revois les 100 scènes. Parfois, je vois un film en entier que je n'avais pas vu, mais il y a une scène, soit m'en avait parlé, soit je me souviens d'avoir vu un extrait sans avoir vu le film. Et je revois une quinzaine, vingtaine de films en entier. Je prends des notes tout le temps. Je prends des notes même sur les axes de regard, sur les silences, sur finalement une scène qui n'est finalement pas si drôle que ça. Une déception, parfois, par rapport à l'esthétique d'une scène qui ne marche pas. Ça fonctionne vraiment par scène. Par exemple, le top 5 n'est pas un top 5 des meilleurs films si je fais sur le football. Ce n'est pas un top 5 des meilleurs films sur le football, c'est un top 5 sur les meilleures scènes où il y a du football. C'est pour ça qu'il y a dans mon top 5 sur le football Timbuktu, où il y a une scène de football sans ballon, qui est une scène magnifique. Timbuktu n'est évidemment pas un film sur le football. Ce qui est assez remarquable quand on voit les vidéos, c'est le nombre d'extraits. Comment parvenez-vous à obtenir tous ces extraits de films, alors des films en effet parfois célèbres, mais des films beaucoup plus obscurs parfois, ça c'est quand même, là je me place presque d'un point de vue de montage, c'est assez impressionnant. Quel est votre secret? Alors, je pense qu'il faut avoir une mémoire qui fonctionne, donc la mienne fonctionne, en tous les cas sur le cinéma. Ensuite, j'y travaille quand même beaucoup, c'est quand même très travaillé. Je ne peux pas quantifier le nombre d'heures passées sur un top 5, mais de fait, une fois que j'ai toute ma liste, le dérush, on appelle le dérush, c'est-à-dire à un moment donné, je mets dans mon ordinateur les 80 scènes, effectivement, il faut être très concentré. Et il ne faut pas oublier, parce que c'est à ce moment-là que je fais les principaux liens entre les scènes, entre un Godard et un Tony Scott. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est de faire ce lien-là, parce que sur une thématique comme la piscine, on peut avoir les deux. Après, il y a un travail de montage qui est plutôt... Moi j'imagine le montage dans ma tête, et ensuite, je le transmets à un monteur professionnel qui permet techniquement de le faire. Donc je suis quand même aidé par ce monteur, ou cette monteuse en l'occurrence, qui me permet techniquement de le faire comme je le rêve. C'est-à-dire que moi, j'imagine sur papier, je dis à mon monteur ou à monteuse, c'est comme ça, comme ça, comme ça. À un moment donné, il faut le faire techniquement. Oui, enfin moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Ça fait des années que je retiens des scènes plus que des films. Moi, je suis absolument incapable de vous raconter de manière crédible l'histoire de Vertigo. Je suis incapable de vous raconter de manière crédible, je pense qu'on est beaucoup, l'histoire de la Dame de Shanghai. Je n'oublierai jamais certaines scènes de Vertigo. Je n'oublierai jamais certains détails de Vertigo ou certains détails de la Dame de Shanghai. Ma mémoire est faite comme cela. Je retiens, je crois, l'essentiel, l'émotion. Je retiens pas les histoires et je retiens énormément de détails qui seraient une citation musicale, un travelling, un bruissement de vent, un bruitage. Et finalement, ce ne sont pas des détails.
Parce que je pense que l'émotion, elle naît aussi de cela. Évidemment, elle naît du travelling, elle naît d'un profil droit de Madeleine dans Vertigo, elle naît d'un fétichisme. Et le fétichisme, c'est parfois un plan. Et ce qui est bien, c'est que vous laissez aussi le plan ou la scène durer. Vous avez fait une émission sur les mouvements d'appareil, je crois, et vous terminez sur ce plan séquence assez extraordinaire d'Antonioni dans Profession Reporter. Et là, vous laissez le temps parce que Antonioni a laissé le temps. Ça, c'est un privilège que vous avez. C'est un privilège que nous, on a aussi en tant que spectateurs, entre guillemets, de profiter et de revoir ces instants où on se dit que finalement, ces scènes-là, alors c'est réducteur, ont presque plus d'importance que le film lui-même. En tout cas, vous leur donnez une saveur particulière. Alors, ça me fait plaisir que vous disiez parce que, effectivement, c'est exactement ça, la façon dont je fonctionne. Alors, moi, dans les top 5 que je fais, il y a une présentation qui dure environ de 8 à 10 minutes qui est très rapide. Volontairement, ça va vite. Des jeux entre les films, entre la cinématographie, sur la piscine, sur l'aéroport, etc. Et ce que j'aime bien, c'est que quand je lance le top, je lance des scènes dans leur longueur. Donc, il y a un rythme totalement différent. Et c'est pour ça que c'est un top. Tous mes tops sont des tops sur des scènes, sur les meilleures scènes liées à l'aéroport au cinéma, et non pas les meilleurs films d'avion au cinéma. Le top 5 sur l'aéroport se finit par une scène que j'aime énormément, et ce n'est pas un film que j'adore, mais c'est une scène que j'aime énormément d'un film de Claude Lelouch, Un homme qui me plaît, avec Annie Girardot, qui attend peut-être Jean-Paul Belmondo à l'aéroport de Nice, qui va peut-être venir. Vient-il pas? Je vous laisse revoir le film en entier, et pourquoi pas le top 5. Mais je crois que avec la musique de Francis Lay, avec notre générique de Blow Up qui s'incruste avec le regard d'Annie Girardot et l'avion qui atterrit, il y a quelque chose effectivement qui est de l'ordre de... c'est déjà du cinéma en soi, ces 3 minutes sont du cinéma. Le film est mieux. Il faut mieux voir le film, évidemment. Moi, j'espère que je donne envie de voir le film. Les gens seront déçus ou pas, etc. Moi, quand j'ai revu le film, j'étais un peu déçu par le film. Mais cette scène, elle est extraordinaire. Et donc, monter comme on l'a monté, je crois qu'elle donne aussi un moment de cinéma au moment où on le regarde. Est-ce que d'une certaine manière, la juxtaposition de tout ce que vous mettez dans un blow-up ne crée pas lui-même une sorte d'objet cinématographique? J'espère, pourquoi pas? De toute façon, comme le cinéma, c'est beaucoup du montage, évidemment, c'est Godard le premier qui le disait, pas le premier, mais en tous les cas, qui l'a bien théorisé. C'est vrai que, en tout cas, il y a beaucoup de... En 15 minutes de sujet, il y a plus de sens que ce que le texte dit. Je pense que... Alors moi, j'ai écrit des bouquins, j'ai parfois été un peu considéré comme un intellectuel du cinéma. Je pense que Blow Up n'est pas vraiment un travail totalement intellectuel. Il l'est, mais par contrebande, si vous voulez. Mais je crois que dans un top 5 ludique, où on passe de l'un à l'autre, etc., il y a plus d'idées de cinéma qu'on le croit, en tous les cas. Et j'espère qu'il y a beaucoup de réflexion, parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est que quand on fait de l'audiovisuel, l'avantage, c'est qu'on peut montrer. Et moi, j'ai passé mon temps, en tant que critique, écrit, ou quand j'ai fait des bouquins sur René, ou sur De Palma, ou sur John Carpenter, d'un peu souffrir à devoir raconter une scène, par écrit. C'est toujours les moments douloureux quand on écrit sur le cinéma. James Stewart s'avance, il découvre le profil de Kim Novak. C'est toujours des moments un peu creux. C'est des moments où nous, on ne prend pas du plaisir à le décrire, et le lecteur, je crois, ne prend pas de plaisir à le lire. Quel plaisir de pouvoir le monter, et le montrer, et le démontrer. Et moi, je crois qu'il faut toujours avoir la preuve par l'image. Et ce que j'aime bien, moi, dans Blow Up, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une idée, il y a la preuve par l'image. Si l'idée n'est pas bonne, en même temps, on essaie de vous le prouver. Si on vous convainc pas, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec cette idée, mais en tous les cas, elle est montrée, cette idée. Elle est démontrée. Le raccord, il existe. Récemment, j'ai découvert Summertime, Vacances à Venise, de David Lean avec Catherine Hepburn, que je n'avais jamais vu. Donc, que j'ai vu par rapport au top 5 Venise au cinéma. Je me suis bien dit qu'effectivement, ce film-là avait l'air incontournable. Je suis pas un fou de David Lean, je connais mal. Je connais que les classiques. Alors, c'en est un, mais moins connu que Dr. Zhivago ou les autres. Quel plaisir de découvrir une scène qui rime avec une autre célèbre scène de La main au collet d'Hitchcock, tournée au même moment. Un baiser amoureux qui rime avec un feu d'artifice, et évidemment à connotation sexuelle. Donc, ils le font au même moment. Et c'est exactement la même scène. C'est assez... Eh ben ça, je le montre. Et ça ne veut peut-être rien dire d'autre que simplement, il y a des ponts poétiques. Ce n'est pas que l'un a piqué à l'autre, ou que l'un a fait un palimpseste de l'autre scène, c'est qu'à ce moment-là, deux personnes comme David Lean et Hitchcock ont communiqué de manière totalement imprévue,
et je crois peu dites dans la cinéphilie. Et j'adore ça. Moi, c'est comme La Jetée de Vertigo qui communique avec Vertigo, La Jetée de Chris Marker, qui communique avec Vertigo d'Hitchcock, plein d'autres liens, évidemment De Palma qui a cité sans cesse plein de choses. Moi, c'est des choses qui me fascinent, les liens, les ponts entre les films, les passerelles entre les films. L'histoire du cinéma, elle est évidemment suffisante. Elle est très bien comme ça, mais si on peut rêver aussi à des collisions, des crossovers, comme on dit, c'est encore plus riche, je trouve. Et d'ailleurs, vous dites dans presque dans toutes vos vidéos, notre histoire du cinéma, en tous les cas pour nous, donc vous revendiquez une part de subjectivité. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit la chaîne YouTube, quand on regarde un peu les vidéos sur la chaîne YouTube de Blow Up, on se rend compte que certains spectateurs attentifs font des remarques. Ah, mais comment ça se fait que vous n'avez pas cité tel ou tel film ? Est-ce que vous en tenez compte ? Est-ce que a posteriori vous dites ah oui, c'est quand même dommage, j'aurais peut-être pu citer celui-là, ou finalement voilà, ce sont vos choix et vous les revendiquez comme tels? Non, bien sûr. Alors parfois je fais des erreurs de texte, parfois mon résumé est faux par rapport à des choses. Et il m'est arrivé de dire la sœur de machin alors que c'était la mère. Enfin voilà, parfois je brasse tellement de films que parfois, justement, par rapport aux histoires, je peux faire des erreurs. Donc je suis très attentif aux erreurs. Parfois je les corrige, parfois je les corrige pas parce qu'il faut retravailler une demi-journée, ça met une journée ensuite à être remise en ligne, on perd toutes les vues, on revient à zéro. Donc parfois quand l'erreur est minime, je la laisse. Il n'y a jamais d'oubli puisque c'est personnel. Donc si je n'y ai pas pensé, c'est que c'est pas un oubli. Par contre, ça le rend plus riche la page YouTube ou Facebook, puisque justement, si les internautes veulent, eux, commenter et lire les commentaires des autres, il y a encore plus de scènes de piscine à découvrir. J'en tiens compte, surtout quand quelqu'un ne comprend pas, par exemple. Parfois, j'ai des commentaires, pourquoi vous dites à ce moment-là, ça, je n'ai pas compris. Et je ne pense pas que ce soit eux qui aient tort et moi qui ai raison. Je pense que je me suis mal exprimé. Donc ça me permet toujours d'avancer, moi. J'ai toujours appris de cela. Alors évidemment, parfois, on a quelques commentaires injurieux, donc ça évidemment j'en tiens pas compte parce que Blow Up est une émission polie, donc il n'y a pas de raison de répondre aux injures, c'est assez rare heureusement. Mais en tous les cas, non, j'en tiens compte, et parfois je me dis mince, oui c'est vrai. Alors moi je réponds pas nommément parce que sinon si j'ouvre la boîte de Pandore après c'est fini, on va sans cesse dire mais pourquoi vous avez pas fait ça, etc. Mais j'avais fait un top 5 sur le flou au cinéma, qui est une sacrée thématique, le flou au cinéma. Pas seulement les fantômes, le flou, être aveugle. Voilà. Et quelqu'un avait mis un super commentaire sur West Side Story. Je crois que c'est Nathalie Wood, a priori c'est Nathalie Wood, qui dansait entourée par du flou. Et c'était vraiment le flou amoureux de la vision amoureuse. Et ça, je l'avais complètement oublié. Je l'avais même, j'y avais jamais pensé. Et effectivement, là, j'avais eu un petit pincement au cœur parce que j'adore pourtant West Side Story. Je n'y avais pas pensé. Alors, c'est pas des regrets. Il faut pas sans cesse se dire j'aurais dû. Il faut pas actualiser mois après mois. Il faut sans doute actualiser tous les 3-4 ans. Voilà. Le Festival de Cannes est en pleine dans l'actualité avec cette 71e édition, et donc vous allez nous proposer plusieurs vidéos autour du Festival de Cannes pendant cette quinzaine cannoise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors on a une activité un peu accrue, et c'est très bien comme cela parce que le Festival de Cannes, c'est évidemment l'événement majeur, l'événement médiatique et l'événement aussi cinéphilique, il faut bien le dire. Donc plus de sujets, 3 éditions. La première sera le mardi 8 mai, c'est férié, mais malheureusement c'est le début du festival. La seconde sera le vendredi 11 mai, et la troisième, le lundi 14 mai ou 13 mai. Je m'embrouille un peu dans les dates. Alors en fait, il y aura des sujets sur les acteurs comme Javier Bardem et ses looks improbables, sur John Travolta et ses looks encore plus improbables. Donc là, ce sont des sujets assez légers que j'aime bien. Oui. Il y a de quoi faire, effectivement. Sans doute Battlefield Earth, qui est un film totalement dingue, et sera peut-être. J'ai pas encore fini le sujet. Il sera peut-être numéro 1. J'ai peut-être envie de finir aussi par Pulp Fiction, par un meilleur film, et les shorts et les chemises et les t-shirts, pardon. Il y aura des sujets plus sérieux évidemment sur Jean-Luc Godard par Thierry Jousse, sur la musique chez Jean-Luc Godard par Thierry Jousse, les génériques de Lars von Trier. Je fais un petit hommage à Martin Scorsese pour la quinzaine des réalisateurs, qui invite Martin Scorsese pour la 50e édition. Un montage sans voix off, tout en images que je viens de finir. Des choses sur Cate Blanchett, présidente du jury, en me penchant sur sa filmographie. Et effectivement, sa filmographie est totalement géniale. J'aime pas en général revenir sur une filmographie récente, parce que pour moi, il n'y a pas de mythologie encore. Et je pense que Cate Blanchett commence à avoir une mythologie. Parce que Benjamin Button, parce que I'm Not There, parce que Carol, parce que Blue Jasmine. Enfin, c'est dingue, hein. Excusez-moi cette expression, c'est dingue. C'est un peu exagéré, mais c'est une superbe filmographie qui n'a que 15 ans d'existence. Et pour tout vous dire, il y aura des questionnaires remplis par Stéphane Brisé, par Ursula
Ursula Meyer, par Sergei Loznitsa, par Christophe Honoré. Que des cinéastes qui sont présents à Cannes cette année. Voilà, exactement. Donc effectivement, l'idée c'est d'accompagner un peu toutes les sélections. Il y aura quelques archives remises au goût du jour sur Ray Bradbury, puisqu'il y a une nouvelle version de Fahrenheit 451 proposée. Voilà, une actualité riche sur les réseaux sociaux aussi, et avec un tote bag collector de chez Collector à gagner, spécial 2001, l'Odyssée de l'espace. Et oui, dont nous allons reparler très bientôt. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Luc Lagier, et un très très beau programme donc à découvrir en perspective pendant cette quinzaine cannoise. Je rappelle que le web magazine Blow Up est à retrouver sur le site d'Arte et sur la chaîne YouTube Blow Up. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et tout de suite, on parle de l'actualité des DVD Blu-ray. Dans l'actualité des DVD, débutons avec 2 coffrets autour de Rainer Werner Fassbinder, édité chez Carlotta, volume 1 et 2. Dans le premier volume, on peut y découvrir notamment L'amour est plus froid que la mort, Le bouc, Prenez garde à la sainte putain, Le marchand des 4 saisons, Les larmes amères de Petra von Kant, Martha, tous les autres s'appellent Ali. Et dans le volume 2, 8 films majeurs. Je ne vais pas tous les citer, mais on peut notamment, évidemment les plus connus, Le droit du plus fort, Le mariage de Maria Braun, Lola, une femme allemande ou Le secret de Veronika Voss. Rappelons que Fassbinder est né à Munich en 1945, il a grandi seul avec sa mère dans l'Allemagne d'après-guerre. Il fonde d'abord sa propre compagnie de théâtre, l'Anti-Théâteur, et puis c'est à partir de cette troupe qu'il va réaliser ses premiers films à la fin des années 60 et au début des années 70. C'est une époque où il va alterner frénétiquement les productions pour le cinéma, le théâtre et la télévision. Et puis c'est à la fin des années 70 et au début des années 80 qu'il va connaître ses plus grands succès, ses nombreux prix aussi, notamment Lola, une femme allemande, et Le secret de Veronika Voss, qui obtient en 82 l'Ours d'Or à Berlin. L'auteur en seulement 13 ans d'une quarantaine de films, c'est impressionnant. Il demeure un des plus grands réalisateurs allemands, peut-être selon moi le plus grand réalisateur de ce qu'on a appelé le nouveau cinéma allemand des années 70. Et puis bien sûr, c'est un précurseur dans la série télévisée, puisqu'il a réalisé en 72 8 heures ne font pas un jour, une série de 5 épisodes que Carlotta édite en DVD, et la série est également dans les salles, donc c'est à voir absolument. Et puis bien sûr la série Alexanderplatz au début des années 80. 2 films pour moi, c'est évidemment très subjectif, qu'il faut absolument avoir vu dans chaque coffret. Tous les autres s'appellent Ali d'abord, dans lequel il transpose Tout ce que le ciel permet de Sirk. Douglas Sirk, c'est une influence majeure dans la carrière de Fassbinder, un film qui se passe dans l'Allemagne des années 70 et traite avec une cruelle douceur, on pourrait dire, du racisme ordinaire. Et puis une autre réadaptation de Lubitsch, celle du Temps d'aimer et le temps de mourir, qui devient bien sûr Le mariage de Maria Braun, radiographie sensuelle et distancée d'une Allemagne en pleine reconstruction qui pense encore les plaies du nazisme, sublimée par l'une de ses actrices fétiches, Anna Schygulla, qui trouve ici l'un des plus beaux personnages de l'histoire du cinéma. Maria? Betty? Bist du zu mir? Warum darf ich nicht kommen? Unsinn. Aber warum rufst du nicht an? Weil ich dich sehen will. Du weinst ja. Maria, was ist denn? Ich weine. Kann schon sein, dass ich weine. Ich weiß gar nicht warum. Und jetzt weinst du. Ich weine überhaupt nicht. Nie. Ich weine nie. Komm. Mal sehen. Walsa nous propose de revoir un film d'Otto Preminger, Mark Dixon, Detective, Where the Sidewalk Ends, dans une très belle édition. Film interprété par Dana Andrews et Gene Tierney. Dana Andrews campe un policier new-yorkais brutal qui soupçonne un gangster notoire d'être lié au meurtre d'un riche texan. L'enquête le conduit jusqu'à un homme de main, mais l'interrogatoire tourne mal, il tue le suspect. C'est le dernier film que Preminger tourna pour la Fox, pour lequel il reforme bien sûr le couple mythique de Laura. C'est un film assez passionnant dans son scénario, écrit par Ben H. d'après un roman de William Stewart, car le policier doit trouver le coupable qui n'est autre que lui-même. C'est un être aussi
qui devient flic pour se venger de son père truand. Au fond, on va retrouver dans ce film un peu les ambiguïtés qu'on retrouve dans Laura, mais dans un scénario qui est quand même beaucoup plus dur et dans une histoire qui, au fond, est beaucoup plus violente, avec des personnages beaucoup moins édulcorés que ceux de Laura. Et c'est quand même en ça que ce film est intéressant, parce qu'il montre la diversité des talents de Preminger, mais aussi la diversité des personnages que pouvait incarner Dana Andrews, parfois traité comme un acteur de seconde zone, alors qu'en réalité c'était vraiment un très bon acteur pour jouer les Monsieur Tout-le-Monde dans les films de la Fox. Et puis naturellement Jean Tierney, qui est peut-être là ou l'une des plus belles actrices et aussi plus mystérieuse de l'histoire du cinéma. Et là encore, son mystère est très bien utilisé dans ce film. À noter que dans les suppléments de cette très belle édition DVD Blu-ray, on retrouve notamment un documentaire autour de la carrière de Preminger, raconté par un réalisateur toujours passionnant quand il parle des cinéastes de prédilection, c'est Peter Bogdanovich. Il en parle très bien donc dans Otto Preminger, cinéaste. Et puis un livret est inclus dans cette édition DVD qui retrace l'histoire du film, écrit par Frédéric Albert Lévy. Did you see anybody coming out of that building carrying something over his shoulder, like a large bundle? I didn't see anything like that. I'll take over, Casey. She says she didn't notice anyone carrying a... I'm going to ask you a very important question, Mrs. Tribon. Are you sure it was Kenneth Payne you saw leaving this house at 1:10? Of course I'm sure. I never heard so many foolish questions. I'm going to try a little experiment, Mrs. Tribon. Taylor, I want you to put on this raincoat and hat. What for? Put adhesive tape under his eyes, somebody, to match Payne's description. No, wait a second. What's all this for? Now, don't act dumb, Taylor. It won't get you anywhere. Last night, you put on Payne's coat and hat and carried his bag out of here at 1:10. After you'd killed him and stuck his body away somewhere. You want to come clean now, Jiggs? Oh, I told you the truth. Then put the coat on. Don't do it, Dad. They have no right to ask you to do that. No, I won't. I ain't going in for any of these monkey shines. All right. Dixon, you're about his build. Put the hat and coat on. Oh, that's comic strip stuff, Lieutenant. The lady said she saw Payne leave here last night. Sure I did. I saw Mr. Payne out of the window. No, you saw a raincoat, a hat, and a bag. Go ahead, Dixon. Et on termine cette actualité des DVD Blu-ray avec un film de Lewis Allen réalisé en 1954, Je dois tuer Suddenly en anglais, édité chez Lobster Film avec Frank Sinatra et Sterling Hayden. Sinatra campe un malfrat qui veut assassiner le président des États-Unis de passage dans une petite ville baptisée Suddenly et prend ainsi en otage une famille. Alors selon la légende, Lee Harvey Oswald, présumé tueur de John Kennedy, aurait visionné ce film avec sa femme le 12 octobre 1963, programmé à la dernière minute à la place des insurgés de John Sturges, des insurgés de John Huston, autant pour moi, à la place des insurgés de John Huston. En l'apprenant, Sinatra aurait fait retirer les copies en circulation, il avait une certaine influence. C'est pourtant, pour moi, l'intérêt principal de ce film, c'est l'interprétation magistrale de Sinatra en tueur psychopathe qui malmène une Amérique sûre de ses valeurs, devenant lui-même le produit d'une société violente. Alors, bien sûr, le film est un peu trop prévisible et lesté de pas mal de clichés. C'est un film peut-être un peu trop académique pour l'époque, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que Sinatra est un tueur, mais plus que ça. Et le film est aussi une réussite grâce à la réalisation efficace de Lewis Allen, qui maîtrise plutôt bien le huis clos, grâce à un montage serré, une série B qui vaut donc, vous l'aurez compris, essentiellement pour la prestation du chanteur de My Way. Yes, Mrs. Benson? that's right. Is your husband at home? No, I'm a widow. What I should have asked was, are you the owner of this house? No, I'm not. It belongs to my father-in-law. What is it you want? I'm John Barron, Special Agent, Federal Bureau of Investigation. At 5 p.m. this afternoon, the President of the United States arrives in town on a special. It should be obvious to you that if anybody wanted to kill the President, he could do a beautiful job of it right from this window of yours. Car. Somebody's driving up to the house. He's the sheriff, Mr. Barron. Who's with him? This is Mr. Carney, Secret Service. Like Mr. Barron? Who? Barron! Oh, you didn't know. You boys got here ahead of you. Shut up! One sound from the kid, Pop, and he's dead. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur SoundCloud, iTunes et toutes les applications podcast. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 4 juin pour une nouvelle émission. À très bientôt sur Séance Radio.
Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Ce côté-là poussé à l'extrême, j'ai trouvé que ça marchait très très bien. Chaque jeudi à 19h, la pop culture de nos ciné s'installe sur Séance Radio. Sa façon de faire est totalement unique. Donc le comparer à d'autres personnes, ça sert pas vraiment à grand-chose. Nos ciné parlent fort de cinéma sur Séance Radio en partenariat avec Binge Audio. Et depuis quelques films, c'est vraiment c'est n'importe quoi. C'est gag sur gag. Le jeudi soir à 19h et sur toutes les applications podcast.